Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui démarre. On va laisser quelques secondes à ceux qui nous rejoignent pour se connecter. Normalement, vous voyez le programme des festivités de cette 7h30 ensemble. Et je vous propose qu'on démarre, avant de laisser la parole et d'enchaîner avec l'introduction et les présentations de cette séance, juste un petit point de logistique. Ça laisse un peu de temps aux gens de se mettre en selle. Vous avez sur votre droite, pour les participants, ce webinaire est enregistré. Pour avoir le replay, pour les gens qui n'ont pas la chance d'être en direct avec nous, vous avez sur votre droite, côté participants et intervenants, vous avez 3 onglets. Le premier, qui est donc l'onglet chat. Donc, si vous avez des remarques, un problème de connexion ou autre, n'hésitez pas à l'écrire ici. En revanche, si vous avez des questions, commentaires sur lesquels vous voulez interpeller des participants, des intervenants, c'est dans le second onglet. Et là, les questions, les intervenants vont pouvoir y répondre, soit en écrivant, soit en répondant en direct. Donc, tout au long de la séance, tout au long des présentations, c'est ici que ça se passe pour les questions. Il n'y a pas de système de main levée ou quoi, tout se passe là. Et tout le monde a la visibilité sur les questions aussi. Donc, si d'ailleurs vous avez une question que vous trouvez très pertinente, vous pouvez aussi mettre un petit +1. Et enfin, côté participants, vous pouvez d'ores et déjà voir qui est dans le webinaire avec nous. Donc, ça permet aussi de repérer pour l'échange libre de tout à l'heure sur la dernière partie de ce webinaire. Je vous propose qu'on enchaîne sans plus attendre. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Bella, président de Systématique, pour un petit mot d'introduction. Jean-Luc, la scène est à toi. Merci beaucoup, Lola. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être là avec vous dans un nouveau webinaire sur le quantique. Alors, mon introduction, elle va être assez courte, juste pour remettre un peu en perspective pourquoi il y a toute cette dynamique. Si on replonge une trentaine d'années en arrière, en fait, on a connu dans le processus une croissance constante liée à la loi de Moore. D'un côté, au niveau du local, on avait tout le développement autour des processeurs et puis tout le développement au niveau du HPC, tout ce qui est centralisé. Et puis, depuis quelques années, la loi de l'anonyme ne marche plus comme avant. Il y a des saturations de performance. On connaît l'émergence de l'intelligence artificielle, la transformation aussi de la structuration des réseaux de calcul avec le edge computing qui permet en fait de calculer beaucoup de choses à la périphérie du réseau et donc d'une certaine manière très près des usages. La capacité aussi de déployer ce qu'on appelle l'IA distribuée, c'est donc les algorithmes qui peuvent être allégés et qui vont donner de l'intelligence à la périphérie du réseau. Ça se cumule avec la faible latence qui va exister avec la 5G. Et donc, un autre sens qui est attendu en fait sur les calculs centralisés, et c'est là que depuis, on va dire, 6 ans, il y a une poussée forte du calcul quantique, du transport quantique, des technologies autour de la quantique, autour de la crypto. Et donc, on a une nouvelle distribution, si je compare à celle que je donnais au début, où on a un processus qui est distribué avec le edge computing et qui permet des nouveaux services, et un processus centralisé qui devient hyper puissant, qui est attendu pour être hyper puissant avec l'émergence des technologies quantiques, du transport quantique, et puis des attendus encore à venir du potentiel de l'intelligence artificielle. Et donc, dans ce cadre-là, quand il y a des ruptures comme ça, il faut travailler sur tous les éléments de la chaîne, et c'est un peu ce quoi on s'emploie depuis plusieurs années au sein de Systématique, et on est très heureux de voir émerger un grand nombre de startups. On est très heureux de voir que dans les webinaires organisés, les projets de R&D collaborative, de plus en plus de choses se structurent autour de cette démarche. C'est comme ça qu'on construit un écosystème en associant les différents éléments, on va dire, du Lego et en facilitant l'échange entre les différents partenaires, que ce soit une start-up, un grand groupe ou un laboratoire académique. D'ailleurs, juste après, là, va dresser un spectre global de la cartographie qui a été mis en place et j'espère que ça va continuer de grandir, de grossir. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Donc, je redis, vraiment, c'est des choses très structurantes sur le futur, où on passe vraiment il y a une combinaison entre les processus distribués et les processus hyper puissants centralisés qu'on pourra obtenir avec l'approche quantique. Bon webinaire à tous.
Merci beaucoup Jean-Luc pour ce mot d'introduction et c'est vrai, on l'a dit, il y a certains secteurs qui sont du numérique qui sont dominés par les Américains, par les Asiatiques. Aujourd'hui, sur le quantique, on a tous les ingrédients en France pour être véritable fer de lance européen. Et puis Neil Abrou, coordinateur de la stratégie nationale, le rappelait, hein, on a tous les ingrédients. Nous, on en est persuadé aussi chez Systématique. On a, tu le disais, un rythme de création de start-up effréné. On a une recherche avec une excellence académique historique qui soutient, des industriels porteurs qui tirent. On a un plan quantique national ambitieux. Donc, dans cette ébullition nationale, européenne, mondiale, ce qu'on a voulu nous proposer aux membres de Systématique du quantique, c'était de disposer d'un outil vraiment vivant qui puisse permettre de vraiment identifier, donner de la visibilité aux acteurs et les identifier vraiment de manière réaliste par rapport à leur développement en cours. Donc, c'est un outil qu'on veut vivant. L'objectif, il est simple, hein, c'est de pouvoir, avec toujours en tête les appels à projets du plan quantique qu'on attend pour l'été, de pouvoir identifier très vite ses clients, ses fournisseurs, ses potentiels partenaires sur les projets collaboratifs et aussi sur ce secteur qui est extrêmement porteur. Sans plus de teasing, je vous propose de découvrir la cartographie des acteurs quantiques de Systématique que vous voyez là. Il a fallu faire de la place parce qu'ils sont nombreux. C'est une cartographie dont la segmentation et la représentation et le positionnement des acteurs a été vu avec les membres. L'objectif pour nous, c'était pas du tout de positionner de manière déclarative et à notre bon vouloir les membres du réseau, mais vraiment de la construire avec vous, enfin avec eux. Donc voilà, merci à tous pour avoir eu le regard critique, nous avoir permis d'affiner cette segmentation. Comme vous le voyez, elle est construite en deux axes. Le premier axe sur lequel je vais zoomer, qui est l'axe bleu, c'est vraiment un axe qui suit le signal. Donc vous avez en haut, on suit le photon, d'abord on le génère, donc des sources de photons uniques, toute la transmission du signal, et pour arriver jusqu'à son exploitation et l'informatique quantique. Là encore, laisse un peu de temps, c'est des acteurs dont vous ne serez pas surpris de voir le positionnement. Il a fallu parfois pousser les murs et c'est des acteurs qui sont d'ailleurs pas que nationaux, puisque j'ai le plaisir et je pense qu'ils sont autour de la table d'y voir des acteurs aussi transatlantiques. L'horaire permet qu'on ait des Canadiens en direct avec nous, donc j'en suis ravie. Et le second axe de cette cartographie, qui est un axe un petit peu plus transverse, on a parlé de l'excellence historique de notre R&D quantique en France. Donc, vous voyez tout le grand bandeau supérieur avec les acteurs clés de la recherche. Un axe transverse, puisqu'on a aussi tous les acteurs, tous les industriels porteurs des applications et tous les acteurs qui vont développer des technologies qui, elles, permettent le développement du quantique, même si au sens propre, on n'est pas forcément sur du quantique. Je pense à de la cryogénie, à des atomes froids, tout ce qui va permettre à la filière de se développer. Et puis, on a en bandeau intermédiaire, vous le voyez, les associations et partenaires, aussi bien à l'échelle régionale. J'en profite pour faire un petit coucou au pôle Alpha RLH côté Bordeaux, chez qui on sera la semaine prochaine pour un accord de partenariat à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, notamment avec Photonics 21. Donc voilà, l'objectif, encore une fois, hein, c'est d'avoir un outil où, de manière réaliste, les développements sont positionnés, que chacun s'y retrouve et d'identifier ses partenaires, de donner de la visibilité aussi à des acteurs qui font du quantique depuis 15-20 ans, mais qui ne sont pas forcément estampillés quantiques comme on l'entend dans les startups en ce moment. Donc voilà, de remettre un panneau bien complet de ce qu'on a en France et de la richesse de notre écosystème sur ce volet-là. Je vous la remets en grand quand même. Il faut parfois un peu forcer pour y voir tout le monde. Donc, alors, évidemment, si vous faites du quantique, si vous retrouvez dans ces catégories-là, mais que vous n'y figurez pas et que vous êtes membre ou pas chez nous, faites-nous signe. L'objectif, encore une fois, c'est d'avoir un outil vivant qui soit mis à jour à mesure que les développements évoluent dans le secteur. Donc voilà. L'outil est là, il est en ligne. Vous aurez, les gens qui ne sont pas avec nous en direct auront le replay. Je vois qu'il y a une petite question. J'y jette un œil. Ça me permet de tester. Oui. Bien sûr, vous pourrez avoir accès je réponds en direct, je découvre avec... vous pourrez avoir accès évidemment à cette cartographie. Elle est d'ores et déjà téléchargeable sur notre site internet. Je clique sur terminer la réponse. Formidable. Donc voilà, que vous les connaissiez ou non, ces acteurs-là, la majeure partie de ces membres ont un représentant aujourd'hui autour de la table. Vous pouvez le voir dans l'onglet participants. Donc de la même manière, si vous avez des questions pour certains d'entre eux, n'attendez pas. L'échange libre de tout à l'heure, c'est aussi fait pour ça. Donc vous pouvez d'ores et déjà identifier les synergies possibles, aller poser vos questions et aller prendre vos contacts. Je vous propose qu'on prenne un peu de hauteur, puisqu'on a parlé de notre cartographie quantique. Je vous propose qu'on change un petit peu d'échelle et qu'on passe à l'échelle européenne. Et pour ça, j'ai le plaisir
plaisir d'accueillir Léopold Sumérer pour la suite des présentations, chef du département concept et études avancées à l'Agence spatiale européenne, qui va nous présenter la plateforme OSIP et les opportunités de collaboration avec l'ESA. Léopold, je vous invite à me rejoindre sur scène. J'adore cette expression. Les slides vous devancent. Formidable. Bienvenue. La scène est à vous. Merci Léopold. Très bien et on vous voit parfaitement. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci à vous et à M. Berra pour cette occasion de présenter une partie des activités de l'Agence spatiale européenne qui est peut-être un peu moins connue que les exploits de nos spationautes, Thomas en première ligne, bien sûr, mais je vais essayer dans les 15 minutes qui me restent de vous convaincre que nous offrons aussi des opportunités de recherche et de développement qui peuvent être intéressants pour vous. Pas seulement dans le domaine de la technologie quantique, en fait, c'est une petite partie, mais je reviendrai là-dessus. Alors, j'ai deux planches sur l'ESA en général, qui sont en français parce que je viens de les prendre sur notre site interne pour présenter en France. Mais après, j'ai quelques planches qui sont en anglais. Je vais essayer de continuer la présentation en français, mais peut-être je vais utiliser des fois des mots en anglais quand il me manque le mot français. Et ces planches suivantes, c'est sur une plateforme qu'on a mis en place il y a 1 an et demi qui s'appelle OSIP, Open Space Innovation Platform, qui nous sert à complètement ouvrir notre entrée dans les activités de recherche et développement de l'ESA. Et j'espère que ça serait intéressant pour quelques-uns de chez vous dans l'audience pour éventuellement proposer des idées qui sont pas encore pensées dans un cadre spatial, mais qui pourraient être intéressants et pour nous et pour vous d'être mis dans un cadre spatial. Alors l'ESA, je peux changer le slide. L'ESA, juste en 2 mots, l'ESA est une agence qui est une agence intergouvernementale. De ce point de vue un peu différent de l'Union européenne, 22 États membres, à peu près 5000 employés, en partie directe, en partie offert de l'industrie. On couvre pratiquement toutes, non pas pratiquement, mais on couvre toutes les activités spatiales. On est parmi les rares agences qui couvrent toute la panoplie des activités spatiales. On a le siège à Paris avec des sites un peu partout en Europe et bien sûr le port spatial en Guyane français et un budget de près de 6 milliards par an. Dont la grande majorité, 85% à peu près, est dépensée avec des contrats avec l'industrie et avec l'industrie ou les universités, des centres de recherche pour développer, lancer, après opérer des missions qui couvrent oui, qui couvre toutes les domaines spatials. On en est en Europe leader dans quelques domaines technologiques et scientifiques du spatial, notamment des parties liées à la science spatiale, à la science de l'observation de la Terre. Maintenant, avec les nouveaux
avec les nouvelles constellations en orbite basse, bien sûr, les nombres ici, le 200 lancements et les 80 satellites, c'est un peu moins impressionnant que c'était il y a quelques années. Mais avec ça, je vais passer tout de suite à la slide suivante qui est sur cette plateforme de l'innovation que j'essaie de vous expliquer dans les slides suivants. C'est une plateforme qui tient compte des grands changements qui sont en train de s'opérer dans le domaine spatial, où on a de plus en plus d'acteurs privés qui sont pas dans les cercles traditionnels spatial. Et c'est une grande chance pour le spatial, pour les activités spatiales, mais aussi c'est un défi parce que les États-Unis ont pris pas mal d'avance par rapport à nous en Europe pour bénéficier de cette dynamique des entreprises privées pour leurs fins et pour leur stratégie spatiale. Depuis mars cette année, on a un nouveau directeur général qui s'appelle Josef Aschbach, vous le voyez ici en photo, qui a développé ensemble avec les États membres, dont bien sûr la France, l'Allemagne et l'Italie les plus grands, une stratégie qu'on appelle Agenda 2025, avec 5 priorités, et c'est ces 5 priorités qui sont au cœur de toutes nos activités depuis mars, qui structurent nos programmes. Et vous verrez que c'est une agenda qui est en ligne, qui se trouve sur le site de l'ESA, aussi sur d'autres sites. Et le mot quantique joue un rôle assez important dans cet agenda. Entre autres, elle dit qu'on va lancer, on a déjà commencé d'ailleurs, de lancer ce qu'on appelle une cross-cutting technology initiative sur des technologies quantiques. On va aussi inventer dans la façon comment on fait des partenariats avec l'industrie. On va doubler nos activités, notre financement pour des technologies de rupture, je crois c'est en français, Game Changing Technologies. Et un certain nombre d'autres activités que je vous invite à découvrir en feuilletant cet agenda 2025. Une des choses qui est promis dans cet agenda, on l'a déjà mis en place, et c'est une ouverture de nos activités de recherche pour ce qu'on appelle low TRL activities, low technology readiness level activities en anglais, et dont je suis responsable. Et jusqu'à il y a 1 an et demi, c'est essentiellement les ingénieurs, les scientifiques de l'ESA qui ont déterminé quel type de technologie on devrait développer pour nos missions, pour les missions aussi industrielles. Et après, ces activités ont été conduites typiquement avec une offre appel d'offres compétitif. Alors que ce qu'on a changé maintenant, c'est que on détermine plus que nous-mêmes ce qui sont les technologies qu'on veut développer, mais on a ouvert un canal qui est ouvert en permanent où n'importe qui peut soumettre ces nouvelles concepts à l'ESA.
Et cet outil s'appelle OSIP. C'est une plateforme pour ce qu'on appelle le Discovery Element des Basic Activities de l'ESA, donc je suis responsable. Mais c'est une plateforme qui sert aussi de plus en plus comme une pointe d'entrée pour d'autres programmes de l'ESA, comme des programmes d'observation de la Terre, télécom, le vol habité, la science. Et dans la planche suivante, vous voyez, on a eu un développement de cette plateforme organique. On n'a pas fait trop de publicité pour le moment. En ce moment, on a 8000 utilisateurs. On a sollicité un peu plus que 3000 idées. Et c'est typiquement un processus à 2 étapes où d'abord il y a l'idée et après une invitation à soumettre une proposition, et que dans mon programme qui s'appelle le Discovery Element, on a déjà signé 200 de ces activités l'année dernière, essentiellement cette année, en 1 an et demi. Et on est dans une courbe qui progresse bien. C'est aussi une autre façon d'interagir avec l'ESA. On n'a plus besoin de connaître quels sont les programmes et les mécanismes de financement de l'ESA. On donne une interface assez simple où l'utilisateur n'a besoin que d'un titre et d'une description de l'idée avec une petite image qui illustre l'idée. Et l'auteur de cette idée reçoit typiquement un feedback en moins d'1 semaine. Et ce feedback est surtout sur le critère de sélection de l'idée, c'est la nouveauté. Pour ça, on a inclus quelques outils pour donner aux auteurs des bases de données de l'ESA et associer à l'ESA à nos activités, comment identifier si une idée a déjà été traitée par l'ESA ou non. Et dans le programme dont je suis en charge là, on a trois façons d'implémenter des idées. Une, c'est des idées de recherche qu'on cofinance jusqu'à 90 000 €, typiquement pour ou 2 ou 3 ans. C'est des projets de cofinancement d'une thèse ou d'un postdoc. Où typiquement la thèse c'est 3 ans, le postdoc c'est typiquement en 2 ans, mais on est flexible sur la durée. Et c'est cofinancé de façon obligatoire, et c'est un processus qui est un processus fast track, ça veut dire que de l'idée jusqu'à la proposition sélectionnée, le kick-off. Si tout est prêt au niveau du partenaire, ça peut être aussi peu que 2 mois et demi. En réalité, c'est typiquement un peu plus long à cause des signatures, mais on est assez rapide, quoi. Les 2 autres mécanismes comment implémenter des idées qui ont été jugées nouveau au niveau de la première phase, c'est des petites études système qui incluent aussi des études, des activités sur des algorithmes. Typiquement, c'est des activités qui n'incluent pas de hardware. Contrairement aux activités de développement technologique qui incluent une sorte de proof of concept et qui du coup sont aussi un peu plus larges, jusqu'à 175 000 €.
Mais on a aussi un canal pour donner des idées qui ne suivent pas un de ces trois types d'activités à d'autres programmes de financement de l'ESA. Et ce qui permet à l'auteur de vraiment focaliser la description sur la nouveauté de ce qui est proposé, et c'est l'ESA qui essaye de guider les meilleures idées vers le programme de financement qui pourrait être le plus approprié à cette idée. Ici, vous voyez qu'il y a deux cercles dans le haut des slides, une qui s'appelle Open Discovery Channel. C'est ce canal qui est ouvert en permanence et il est évalué tous les mois. On commence les évaluations qui durent 9 jours, tout le troisième vendredi du mois. Et en plus de ce canal qui est complètement ouvert et qui est thématiquement aussi pas restreinte, tant que c'est lié à l'espace, c'est quelque chose qui peut être implémenté par une des options qu'on offre. On a aussi ce qu'on appelle des campagnes. C'est des campagnes ouvertes pendant un certain moment sur des sujets spécifiques où on sollicite des nouvelles idées de R&D. Et je vais vous montrer dans une des slides qui va venir là, une des idées qui était, une des campagnes qui a été menée sur des nouvelles technologies sur Quantum Information Processing. Les campagnes peuvent être de toute nature. L'année dernière, on a eu des campagnes que vous voyez ici. On a commencé avec une campagne déjà en 2019, en fait, sur comment adresser le problème des débris plastiques dans les océans via des moyens spatiaux. MarineLit. Après, on a eu des campagnes à idées qui sont plus visionnaires sur comment explorer et utiliser des lavatubes lunaires, des constructions avec des matériaux qui peuvent se trouver dans l'espace, of Earth Construction and Manufacturing, jusqu'à des concepts comme les stations solaires spatiales. Et la campagne que je vais vous présenter en une minute, c'est le Quantum Information Processing, qui était assez pointé sur des avancées scientifiques que vous voyez dans la planche suivante. C'est typiquement des activités, des campagnes comme ça qui sont ouvertes pendant un certain temps, typiquement 1 à 2 mois. Et après, il y a quelques semaines d'options d'améliorer l'idée basée sur des feedbacks des autres utilisateurs si une idée a été soumise de façon visible aux autres, ou du feedback de l'ESA si c'était soumis que visible à l'ESA. Et les meilleures idées sont après invitées à développer une proposition basée sur cette idée. Et vous voyez ici les titres de ceux qui ont été retenus et qu'on est en train de implémenter maintenant. Et avec la dernière slide, je vais revenir à l'agenda 2025 et
vous montrer deux citations de Joseph de cet agenda 2025. On a juste lancé en interne, pas encore publié, mais c'est pas un secret. Et cette cross-cutting initiative sur quantum technologies et ce qui impliquerait qu'on aura d'autres calls sur les technologies quantiques. On va inclure des activités quantiques dans notre stratégie de traitement des données. Et vous verrez probablement en novembre un premier workshop qui inviterait des commentaires de tous les acteurs dans le domaine pour après démarrer les activités au plus tard l'année prochaine. Avec ça, je crois que j'ai gardé mes 15 minutes. Je n'ai pas regardé l'heure, mais je suis bien sûr ouvert à des questions. Magnifique teasing pour novembre. D'ici là, faut pas attendre novembre pour du coup essayer de vous contacter via la plateforme OSIP, à minima avoir des premiers retours et entrer de manière informelle de ce que je comprends quand même avec les acteurs et les experts de chez vous. Merci beaucoup, Léopold. S'il y a des questions, je vous propose qu'on enchaîne sur les présentations pour garder le timing. Et puis s'il y a des questions pour Léopold et pour les intervenants suivants, n'hésitez pas à les poser, on y reviendra sur la partie échange. Merci beaucoup Léopold. Eux n'ont pas attendu d'avoir le plan quantique national pour, vous voyez cette transition très légère, pour se réunir en consortium, déposer un projet, le faire labelliser chez nous et qu'il soit financé. Merci, bienvenue Pierre Desjardins, CEO de C12 et coordinateur du projet Carbone. Bienvenue sur scène pour nous en dire un peu plus sur le projet. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux de vous présenter le projet Carbone qui commence maintenant. Je vais prendre 5 minutes pour justement vous présenter dans les grandes lignes ce projet et puis ensuite j'inviterai sur scène les autres partenaires du projet, donc Thomas Héral, Research Engineer à Atos, Vincent Renaud, qui est directeur de projet chez Artelis, et Takis Kontos, directeur de recherche CNRS au laboratoire de physique de l'École normale supérieure de Paris. Et donc, ça fait une excellente transition avec cette première slide. Donc, le projet Carbone, c'est l'accélération quantique par le carbone, et c'est un consortium de 4 partenaires avec effectivement des rôles très complémentaires. Et c'est une bonne occasion aussi pour remercier Systématique qui nous a aidés dans le montage de ce projet. D'abord, par nous permettre de nous rencontrer, et notamment Artelis que nous ne connaissions pas. Ensuite, sur vraiment nous aider à concevoir ce projet de telle manière à vraiment présenter un système entièrement intégré avec une focus sur également la pile logicielle et les use cases. Et un support à la rédaction de l'annexe technique. Donc, le projet Carbone, l'objectif, c'est de réaliser un démonstrateur pour le marché du calcul quantique le plus court terme, le NISQ, qui est donc des abréviations pour Noisy Intermediate Scale Quantum, qui désigne en fait les premiers accélérateurs quantiques qui seront des accélérateurs non corrigés en erreur et de taille intermédiaire, c'est-à-dire entre 50 et 100 qubits. L'unicité de ce projet, c'est donc d'avoir un processeur quantique qui est basé sur la technologie C12, qui permet à la fois une très haute fidélité et de passer à l'échelle, et également d'avoir le système entièrement intégré autour de ce processeur. Et peut-être un mot sur du coup les applications. Donc on se concentre sur les problèmes industriels d'optimisation. Pourquoi? Parce que une particularité du processeur de C12 Quantum Electronics, c'est effectivement sa très haute connectivité. Donc le fait que tous les qubits peuvent être connectés entre eux et donc qui est
très probablement une bonne manière d'encoder des problèmes d'optimisation. Alors, voici effectivement toutes les briques technologiques qui sont nécessaires à un ordinateur quantique. Alors, en gris, j'ai enlevé ceux dont on n'aura pas besoin pour l'accélérateur quantique. Et ensuite, on voit qu'il y a à la fois des choses qui aujourd'hui existent déjà, notamment sur l'électronique de contrôle, ou qui sont en train d'être développées sur l'algorithme quantique. Et puis, effectivement, il y a aussi des innovations qui ne sont pas disponibles aujourd'hui sur le marché, que ce soit au niveau du hardware, de l'interconnexion entre les qubits, de vraiment concevoir aussi des algorithmes qui sont bien adaptés à ces premiers hardware. Et donc, c'est tout l'idée du projet Quarbon, c'est grâce à tous les partenaires de couvrir en fait l'ensemble des briques technologiques qui ne sont aujourd'hui pas disponibles sur le marché. Quelques mots peut-être sur différents partenaires. Donc, C12 Quantum Electronics, je suis l'un des fondateurs. Donc, nous, on travaille vraiment sur le hardware, sur une architecture qui sera spécifique à une application d'optimisation. Et puis, bien sûr, également, toutes les API qui permettent de se connecter aux autres couches, et notamment à celle d'Atos. Donc, Atos, dans ce projet, amène effectivement toute son expertise sur le middleware et la compilation. Et puis, permet aussi vraiment de respecter les standards émergents d'intégration dans le calcul haute performance. Voilà, Artelis, c'est 20 ans d'expérience en optimisation pour l'industrie. Et donc, c'est vraiment l'idée d'avoir un expert des attentes des industriels pour identifier le bon use case qui sera intéressant pour cet accélérateur. Une dernière slide, et après on passe à la discussion pour vous donner un peu les différents jalons et le cadre temporel de ce projet. Donc, c'est un projet de 3 ans. D'abord, il y aura un premier test, effectivement, sur une puce 5 qubits, on sera sur un TRL entre 2 et 3. Et après, l'idée, c'est d'abord de travailler sur un émulateur qui sera conçu par Atos pour tester des premières idées d'algorithmes, et ensuite de développer en parallèle le hardware qui permettra une vraie démonstration d'un premier problème d'optimisation. Voilà, merci beaucoup. J'invite effectivement sur scène, sur la scène, donc mes 3 autres partenaires, et on va commencer par, je pense, une première question pour Takis. Bonjour. Peut-être la question, c'est finalement d'où vient la technologie de C12 ? Oui, donc en fait, ça vient de toutes les études fondamentales qu'on a menées au sein de mon équipe pendant les 10 dernières années, où en fait on s'est intéressé à des questions d'interaction entre la matière et le rayonnement, et notamment l'interaction entre en fait le spin de l'électron et le rayonnement. Et donc comme on peut encoder en fait, donc ça c'était une proposition très importante de Daniel Loss et David DiVincenzo. Il y a plus de 20 ans, on peut encoder l'information quantique dans le spin, en fait, notamment le spin de l'électron. Et bien, si on arrive en fait à faire interagir de manière cohérente le spin de l'électron avec le rayonnement, on va pouvoir en fait entrevoir des solutions pour interconnecter des spins entre eux, et donc pour faire du calcul quantique basé sur les spins avec une très haute connectivité, puisque justement l'avantage de l'architecture
sur laquelle on a travaillé, c'est justement d'offrir en fait une connectivité dite tout le monde avec tout le monde, c'est-à-dire que comme on peut mettre beaucoup de spin dans le champ électromagnétique, surtout ici dans la gamme micro-ondes, eh bien, on peut avoir comme ça une interconnectivité, tout le monde avec tout le monde. Et effectivement, comme je disais, cette interconnectivité et cette connectivité all-to-all permise par le processeur C12, on pense qu'elle va être très intéressante pour traiter des problèmes d'optimisation. Alors peut-être une question pour toi, Vincent. Justement, aujourd'hui, quels sont en fait les problèmes d'optimisation sur lesquels qui auraient besoin d'être accélérés, qui ont du mal à être résolus par des processeurs classiques et qui, alors ce sera le projet de le déterminer, mais qui potentiellement pourraient être accélérés par un processeur quantique. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez, j'ai eu un petit problème de son. On t'entend bien. Je vais vous prendre un exemple de nos applications fétiches, c'est-à-dire l'optimisation notamment des systèmes énergétiques, qui posent des défis importants dans le cadre de la transition énergétique, dans lequel on va vouloir venir prendre des décisions d'investissement sur des horizons prospectifs à des horizons de 2040-2050, pour investir de façon cohérente à des échelles importantes, typiquement l'Europe, dans des technologies qui vont permettre d'accommoder notamment l'intégration de technologies renouvelables et ainsi limiter les émissions de polluants. On est face là à des très grands problèmes d'une part et des problèmes avec ces décisions d'investissement qui peuvent présenter une combinatoire importante. Alors pour rebondir sur l'introduction de M. Bella avec le calcul HPC, dont on est un fervent utilisateur, un gourmand utilisateur aujourd'hui, c'est vrai que là, dans le quantique, on peut éventuellement envisager, et en tout cas, ce sera l'objet du projet de poursuivre ces pistes, d'investiguer les possibilités d'accélération via le quantique de ce type de problèmes avec des centaines de variables d'investissement, donc potentiellement une grande combinatoire et un système très grand défini avec des centaines de millions de variables et des centaines de millions de contraintes. Oui, alors effectivement, ça sera sûrement à un peu plus long terme avec toutes des problèmes à beaucoup de variables. Je me tourne maintenant vers toi, Thomas. Donc c'est vrai que la stratégie d'Atos, c'est d'être effectivement sur le middleware et d'être plutôt hardware agnostique. Et en même temps, effectivement, on en avait parlé, c'est important, enfin, cette approche en consortium, je pense, est très prometteuse pour pour faire émerger des solutions quantiques. Alors peut-être quelques mots sur pourquoi, l'intérêt d'Atos de travailler dans des consortiums et avec les développeurs de hardware. Alors bonjour à tous, en effet je suis Thomas Herald d'Atos, je suis ingénieur-chercheur dans l'équipe R&D à Atos. Et du coup, alors pour répondre à ta question, alors je pense qu'il faut un peu se replacer dans le contexte historique d'Atos et plus particulièrement de Bull, qui est un constructeur de supercalculateurs et qui a toujours travaillé traditionnellement en tant qu'intégrateur de processeurs existants pour fabriquer ensuite des systèmes HPC qui vont ensuite servir pour nos clients HPC. Et donc là, dans l'informatique quantique, on a une stratégie similaire qui est de travailler de façon complètement agnostique avec les constructeurs de hardware. Donc ça peut être soit des académiques, soit des industriels, soit des startups. Et donc pour nous, le fait de travailler avec beaucoup d'acteurs différents, c'est vraiment c'est essentiel aujourd'hui parce qu'aucune des technologies à l'heure actuelle n'est vraiment mûre. Et en plus, on pense que selon la technologie, on va pouvoir résoudre différents problèmes et que du coup, garder un panorama de très grande technologie à ce stade est très important pour nous, pour vraiment pour maximiser les chances de trouver des applications utiles de l'ordinateur quantique, quitte à avoir différents hardware pour différentes applications. Effectivement. Et donc,
aujourd'hui, chaque processeur quantique qui est en train de développer, comme tu le dis, a des spécificités en termes d'architecture. Dans le cas de C12, c'est sur la connectivité. Des spécificités également en termes de statistiques d'erreurs, de bruit. Et peut-être, je me tourne vers Takis pour une question sur justement de manière très générale, peut-être expliquer quel type de bruit peuvent aujourd'hui perturber en fait le fonctionnement d'un processeur quantique, d'où viennent ces bruits et pourquoi justement c'est intéressant dans un consortium comme Carbone d'avoir aussi une recherche fondamentale sur ces phénomènes à l'origine des erreurs quantiques. Oui, donc effectivement, oui, le bruit en fait est relié à essentiellement l'environnement non contrôlé en fait des plateformes sur lesquelles on encode l'information quantique. Donc, si on imagine qu'on va l'encoder sur une plateforme à l'état solide, donc sur une puce, en fait, il y a tout ce qui est autour en fait du système. Donc qui peut perturber en fait l'encodage ou dégrader l'information quantique. Et donc pour un système de spin par exemple, ce qui va nous occuper pour le projet Carbone, il y a notamment deux facteurs très importants qui sont les spins nucléaires en fait de la matrice qui soutient en fait du substrat pour porter le porteur d'information quantique. Et il y a aussi le bruit en fait relié à des charges en fait qui bougent sur les substrats qui peuvent en fait dégrader disons les superpositions cohérentes qu'on peut vouloir faire si on fait des portes quantiques. Et donc ça c'est quelque chose en fait. Alors ça c'est deux exemples spécifiques, mais qu'on retrouve en fait dans énormément de plateformes. Alors donc les spins nucléaires, ça c'est quelque chose de plus spécifique à l'encodage avec. Donc c'est toutes les plateformes qui utilisent le spin à l'état solide ont en général ce genre d'environnement. Et je dirais que tout ce qui est bruit en charge, en fait, c'est quelque chose qui est assez générique pour énormément de plateformes. Et donc, c'est très important de pouvoir vraiment, pour pouvoir maîtriser l'encodage de l'information quantique, de vraiment bien comprendre ce qui se passe microscopiquement. Et si on a une perspective plutôt NISQ, on peut même imaginer pour tel ou tel type de bruit, en fait, de pouvoir avoir des contre-mesures spécifiques qui sont adaptées en fait à tel ou tel type de plateforme et donc pouvoir comme ça cibler en quelque sorte par la connaissance en fait des sources de bruit le type d'algorithme pour qu'il soit en quelque sorte robuste aux bruits qui sont déjà identifiés pour tel type d'application. Merci. Et j'avais aussi peut-être on peut faire une dernière une remarque par rapport au point que tu présentais là sur le bruit. Donc l'intérêt de la plateforme, du processeur C12 Quantum Electronics, c'est justement de pouvoir s'abstraire en fait des spins nucléaires grâce à la possibilité d'intégrer des nanotubes de carbone qui sont isotopiquement purifiés. Donc on éradique comme ça une première source de bruit. Et l'autre particularité, c'est d'avoir en fait ce nanotube de carbone qui est intégré sur un substrat semi-conducteur, mais qui est avec en fait du vide entre là où est hébergé le spin qubit et les électrodes de contrôle. Et donc ce vide-là vient finalement faire écran à des potentiels bruits de charge ou électromagnétiques.
peut-être pour finir, un élément essentiel aussi de ce projet, c'est la QLM d'Atos, qui est un standard en fait émergent dans tout le middleware, et ce projet, ça permet aussi de finalement arriver à bien connecter un processeur comme C12 Quantum Electronics avec ce middleware, et puis en même temps d'offrir une interface de programmation à des développeurs qui sont plus au niveau de l'algorithmique comme Artelis. Thomas, peut-être quelques mots sur justement la QLM. Ouais. Voilà, où ça en est, et puis... Donc, je crois que tu as à peu près tout dit. Je pense que en effet, je pense que la QLM, il y a un enjeu à la fois. Donc, c'est une plateforme qui permet à un utilisateur relativement qui ne sait pas grand-chose à propos du quantique, donc ou quelqu'un qui connaît le quantique, qui connaît l'informatique quantique du point de vue théorique, de pouvoir vraiment s'approprier la programmation et s'adresser à des vraies machines qui existent. Donc ça peut être des vrais processeurs comme celui de C12 par exemple, ou ça peut être des processeurs simulés soit parfaits pour tester une idée d'algorithme sur le papier, soit simulés avec des erreurs, parce que comme Takis l'a mentionné, les erreurs, c'est vraiment le point important qui va faire qu'un algorithme va marcher ou ne pas marcher. Donc, ce que permet la QLM, c'est de procéder par étapes. C'est-à-dire, d'abord, j'ai une idée d'algorithme, je la teste en simulation parfaite, et donc je vérifie que mon idée fonctionne, etc., qu'elle a elle passe à l'échelle, etc. Ensuite, une fois que je sais qu'elle marche pour un processeur parfait, je modélise les erreurs de mon processeur en étant le plus fidèle possible au processeur que j'ai en tête, sans changer ma façon de programmer. Mais par contre, je vais devoir changer mon environnement de compilation, éventuellement, comme le disait Takis aussi, ajouter des contre-mesures, donc ce qu'on peut appeler de la mitigation d'erreurs, par exemple pour les processeurs de type NISQ. Donc ça va être une partie de simulation bruitée où on va pouvoir comprendre le comportement du programme en présence de bruit réaliste. Et une fois que j'ai confiance en mon programme, je vais pouvoir, en utilisant le même code, m'adresser à un vrai processeur, comme par exemple le processeur de C12. Donc c'est vraiment une étape qui permet à quelqu'un qui a des connaissances en informatique quantique d'écrire un code agnostique au hardware, tout en prenant en compte les problématiques du hardware par ces couches de compilation et de mitigation d'erreurs. Voilà, pour dire ça en quelques mots. Non, merci beaucoup d'avoir été présent. Je ne sais pas si vous avez quelques mots à rajouter sur le projet, sinon je pense qu'on va passer la main et on répondra à vos questions au moment de la session de questions-réponses à 16h. Bonjour à tous. Donc, sur les prochains événements au niveau du pôle systématique, vous avez la convention annuelle de systématique à laquelle vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Et le prochain événement sur l'atelier sur le quantum, ce sera un atelier quantum du 23 septembre avec la participation de Neil Abrou qui vous fera une explication complète du plan quantique, comment ça se passe, les financements et toutes les informations que vous souhaiterez avoir sur le plan quantique. Je vous propose de passer à la session questions-réponses, que ce soit pour l'ESA ou également pour le projet Carbone. Top. On a déjà les partenaires du projet Carbone, et du coup, désolé pour la prononciation au tout début, qui sont autour de la table. Je vais vous inviter, Léopold Sumerer, à nous rejoindre parce que vous aurez peut-être des questions pour vous. Pareil, utilisez le chat, et encore une fois, vous pouvez également interpeller les participants qui sont autour de la table s'il y a des questions, des remarques, des éléments. Peut-être en attendant que les questions soient posées. Moi, j'en ai peut-être une pour le projet. Est-ce que aujourd'hui vous avez déjà des industriels finaux qui ont porté des marques d'intérêt pour cet accélérateur? Vous avez déjà eu des témoignages dans ce sens-là?
Alors, en fait, ce qui a permis l'émergence de Carbone, c'était un intérêt de la part de Total, qui s'est montré intéressé justement pour des solutions d'optimisation. Et ils étaient aussi très intéressés sur la technologie de spin qubit. Ils avaient travaillé avec d'autres technologies quantiques, mais pas sur les spin qubits. Donc, ils voyaient d'un œil effectivement très favorable l'émergence d'un consortium et d'une filière qui pouvait porter le développement de l'électronique de quantique de spin en France. Oui, donc plus que des utilisateurs finaux, ça a quand même porté et lancé le projet. Exactement. Est-ce que on peut d'ores et déjà envisager, enfin, est-ce que vous pouvez déjà communiquer, peut-être pas, compléter ce que vous avez mentionné sur le business model aujourd'hui, comment vous le voyez à la sortie du projet? Alors, donc sur le business model, c'est l'idée, hein, on travaille vraiment sur un processeur qui sera spécifique à des applications d'optimisation. Et donc après, ensuite, le business model pour C12 Quantum Electronics, c'est plus un business model de producteurs en fait de microprocesseurs quantiques, avec effectivement à réfléchir si le client final sera directement l'utilisateur ou sera un intégrateur. Je pense que ce qui est assez intéressant aussi en ce moment dans le quantique, c'est que la chaîne de valeur est encore en train de se créer. On est un peu au tout début de cette histoire. Je ne sais pas s'il y a d'autres visions de il y a une question dans le chat. Il y a une question dans le chat qui est sur la gestion de la propriété intellectuelle produite, si vous le souhaitez, de répondre en live, si c'est possible. Alors, sur effectivement, la propriété intellectuelle, donc, c'est plutôt des accords classiques dans le consortium, c'est-à-dire les connaissances antérieures restent la propriété de chacun des acteurs. Les connaissances nouvelles, si elles viennent qu'une des parties, sont la propriété seule d'une des parties. Et si effectivement il y a des connaissances nouvelles qui sont générées par deux ou plus des parties, à ce moment-là, il y a une copropriété des résultats et du coup des accords de licence possibles dans des phases d'exploitation. Moi, j'aurais peut-être une question aussi au projet. Est-ce que vous avez regardé côté spatial pour des applications, par exemple Airbus ou Thales? Je vois quelques possibilités d'optimisation qui nous taquinent depuis un moment, liées par exemple, l'optimisation des constellations avec des milliers de satellites en orbite basse et le routing des données via ces constellations, ou par exemple les problèmes de l'évolution des débris spatiaux. C'est une de ces domaines qui typiquement pourrait bénéficier d'une approche d'un processeur quantique. Ouais, non, on n'a pas encore regardé, mais je pense que c'est le début du projet, donc on pourra effectivement
vraiment s'intéresser un peu plus à ces potentiels usages. Tout l'enjeu dans le choix en fait, du cas d'usage, c'est effectivement de trouver un cas d'usage qui est sur des problèmes très compliqués et donc très utiles, comme vous venez d'en parler, et en même temps de réussir à identifier un cas d'usage qui est intéressant pour des ordinateurs quantiques qui sont encore au début de leur développement, et c'est-à-dire avec peu encore de qubits utilisables. Alors, nous, dans la stratégie de C12, c'est vraiment de proposer des très bons qubits, donc des qubits sur lesquels on peut faire beaucoup d'opérations. Donc ça compense effectivement le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup. Mais il y a vraiment à bien identifier une application qui est intéressante et qui ne nécessite pas beaucoup de qubits. Et peut-être si je peux commenter un petit peu là-dessus, parce que c'est une question intéressante sur justement sur les applications. Et je pense que, comme Pierre l'a dit, il y a vraiment une espèce d'équilibre à trouver entre beaucoup de qubits et des bons qubits. Et ça, c'est des choses dont on se rend compte de plus en plus, qui est que la quantité, c'est pas forcément le plus important à ce stade, et que la qualité des qubits est très importante. Et ça, on peut s'en rendre compte dans différents domaines. Et par exemple, les domaines d'optimisation que vous mentionniez, par exemple, c'est typiquement des domaines où, quand on commence à regarder des problèmes d'optimisation sur des graphes, parfois on est plus intéressé par la qualité de la solution qu'on obtient que par la taille, même si à un moment, il faut quand même avoir une taille suffisante pour qu'on puisse battre un ordinateur classique à terme. Mais en tout cas, on s'aperçoit que la qualité du qubit, c'est quelque chose qui est très important, parce que si on a des qualités de qubit mauvaises, en gros, c'est assez facile d'obtenir des qualités équivalentes en faisant la même chose sur un ordinateur classique. Donc ça, c'est un point qui est très important. Merci. D'autres questions, commentaires? Encore une fois, c'est ouvert. Vous avez face à vous les intervenants, certes, et aussi tous les participants, dont la plupart sont présents sur la carto. Je laisse un peu de temps pour les questions, mais j'en profite puisque je mentionne la carto, encore une fois, pour remercier ceux qui nous ont permis de le faire, et notamment les deux présidents de Hub, donc Philippe Duluc, président du Hub Digital Engineering, qui est coordonné par ma collègue Esther, que vous voyez là, Jean-François Vinchamp, président du Hub, c'est la minute remerciement, optique et photonique, que j'ai le plaisir de coordonner, et Julius Lawson-Dakou, qui est le VP Relations Inter-Hub et Enjeux. C'est vrai que ça a été notre trio de tête pour fabriquer la cartographie et la proposer aux membres et à leurs critiques. Donc, je tenais aussi à les remercier. Ça n'a pas généré de questions. Je vous avais laissé du temps. Est-ce que peut-être un commentaire, vous aurez les infos et le lien d'inscription. Esther, on peut d'ores et déjà réserver une place sur l'atelier Quantum qui aura lieu en présentiel avec Neil Abrou? Les inscriptions sont déjà ouvertes? Tout à fait. Les inscriptions sont déjà ouvertes, que ce soit pour l'atelier Quantum du 23 septembre, mais également pour la convention. Qui, elle, n'aura pas lieu en présentiel. Trop de monde. L'année dernière, c'était pas possible. Écoutez, si pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci infiniment à tous les intervenants aujourd'hui, participants autour de la table. Le replay sera disponible. S'il y a besoin de poursuivre les échanges, n'hésitez pas à nous demander un mail par-ci ou d'apparaître dans la cartographie sur les endroits qui vous semblent le plus appropriés si ce n'est pas déjà le cas. Prochain rendez-vous, convention, atelier Quantum. Merci encore une fois à tous et passez un très bon après-midi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, comment j'ai fait maintenant?